Lorsque je distribue le questionnaire en ligne, jusqu'à présent, il y a 3 façons de le faire. Donc, je peux envoyer mon questionnaire en ligne avec un lien qu'on envoie dans un courriel. C'est le plus simple. C'est celui qu'on connaît le plus. C'est celui que je vais vous traiter aussi. On peut également envoyer le questionnaire en ligne via un site Internet. Hein? Donc, ça peut peut-être vous arriver. Vous êtes en train de naviguer sur un site. Par exemple, chez Archambault, vous êtes en train de magasiner pour des disques, et là, pop, pop, il y a une fenêtre qui vous apparaît, questionnaire. On vous invite à répondre à un questionnaire ou un sondage. On peut utiliser ce genre de pop-up-là, de fenêtres surgissantes là, aussi. Et un autre élément, de plus en plus maintenant, avec des téléphones intelligents, des questionnaires en ligne, donc des questionnaires qui vont SMS comme tel. Donc, souvent, ça va être des questionnaires très courts, avec des populations pratiquement très ciblées, jeunes actuellement. Donc, il y a 3 façons de distribuer votre questionnaire en ligne. Vous pourriez choisir les 3. Encore là, il faut justifier au niveau méthodologique. Tout le temps. Pensez qu'il faut toujours justifier. Pourquoi? Et je vous dirais, le choix d'un ou l'autre dépend beaucoup de la population auquel on fait face comme tel. Je prends de l'avance. Donc, à qui je m'adresse? À qui je m'adresse comme tel va me permettre de choisir le type dans les 3 que je vous ai présentés, soit le courriel, le pop-up ou le SMS. Jusqu'à présent, moi je vais vous dire, j'ai utilisé que la distribution à partir des courriels. Okay. La méthode d'échantillonnage aussi va être extrêmement importante. On va parler d'échantillonnage de saturation. On va parler d'échantillonnage non probabiliste et probabiliste. Pourquoi échantillonnage de saturation? C'est dans le fond, c'est lorsque j'envoie un questionnaire à toute la population. Hein? Donc, un questionnaire en ligne, que je l'envoie à 10 personnes ou à 10 000, il n'y a pas de différence. Il va en avoir une si j'en fais un papier, par exemple. Mais en questionnaire en ligne, il n'y en a pas de différence. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça évite le biais de couverture, hein, tout le monde là. Mais encore là, ça dépend à qui je m'adresse. Ma population, là, cible là, de mon étude, ils ont tout un ordinateur, ils ont toute une adresse, ils ont tout un élément. Donc, ça dépend à qui je m'adresse. Donc, je vais vous parler du recrutement par courriel, celui que j'ai fait. Donc, préparer la liste de courriels, extrêmement important. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est comme extrêmement important. Je vous donne un exemple. J'avais à rejoindre l'ensemble des profs. J'avais une liste de courriels à préparer. Facile. On va aller voir. Je vais appeler à l'ordre des infirmières, vous demander s'ils ont une liste qui existe. Oui, il y a une liste qui existe, mais il y en a d'autres pas. Bon, OK. Là, tu essaies de leur convaincre du bien fondé de la recherche, tu prends les ententes de confidentialité. Finalement, tu te rends compte que ce qu'ils ont, c'est juste les responsables de programme, ils n'ont pas l'ensemble des profs. Donc là, j'allais des assistants de recherche, on a regardé sur les sites Internet, on est allé voir les profs qui étaient sur les sites, au département des sciences infirmières, on est allé sélectionner les adresses courriels qui étaient publiques, qui étaient dans le domaine public. Et c'est pas tous des sites Internet qui laissaient leurs adresses. Donc, c'était soit de contacter les responsables de programme de ces établissements-là, de leur parler de la recherche, d'essayer d'obtenir de leur part les adresses courriels. Il n'y en a pas de problème, ils nous les envoient assez facilement, mais il y en a d'autres qui vont dire non, je ne t'envoie pas ça, mes adresses courriels. Envoie-moi ton courriel, moi je vais le faire venir là. Moi leur envoyer moi-même. Donc, c'est tout au niveau méthodologique, il faut dire compte. Est-ce que vous avez accès ou pas à ces adresses-là? Quand on parlait tantôt, je vais juste en refaire à part du courriel, quand on parlait tantôt de la fenêtre surgissante, cette fenêtre surgissante-là, il faut prendre, pour que ça marche, il faut prendre des directions avec certains sites Internet où ce qu'on héberge ces sites Internet-là pour que ça arrive aussi. Donc, il faut en tenir compte. Je reviens dans les courriels. Donc, c'est intéressant de savoir quel courriel que j'ai accès. Donc, ça peut, vous voyez ici, là,
ça peut devenir énergivore. Ça peut prendre un petit peu plus de temps de ce que je vous ai dit tantôt. Puis ça peut coûter un petit peu d'argent aussi parce que je vais faire une étude, par exemple, de population plus large. Je n'ai pas accès à Internet. Il y a des compagnies de plus en plus qui vont se monter des carnets d'adresses qui vont vous les vendre. Donc, pour de la recherche ou pour des éléments. De plus en plus, on en voit apparaître aussi. Donc, ça peut coûter assez dispendieux, tout dépendant de ce que vous allez faire. Donc, déterminer le mode de distribution. Est-ce que vous allez utiliser votre propre courriel pour envoyer votre invitation aux gens ou vous allez utiliser le logiciel? Donc, deux différences. Hein? Si j'utilise mon propre courriel, je ne saurais pas. Je vais avoir de la difficulté à savoir qui a répondu, qui n'a pas répondu. Parce que quand on clique sur le lien, je m'en vais vers la base de données. Ça rentre direct dedans. Je ne sais pas c'est qui l'a fait. Si j'utilise le logiciel, lui, il peut garder une trace de ce qui a répondu et qui n'a pas répondu. Il est important de personnaliser l'invitation. Si j'utilise mon propre courriel, ça devient difficile de personnaliser beaucoup. Hein? Parce que ça veut dire d'écrire un courriel d'invitation à tout le monde. Avec le logiciel, c'est le fun parce que tu peux rajouter des cases. Hein? Donc, quand tu rentres ta liste de courriels, tu peux mettre monsieur, madame, monsieur au complet, monsieur tout court, tu peux mettre le nom de la personne, tu peux mettre plein d'informations que tu veux. Et dans ton invitation, tu dis, quand tu vas envoyer l'invitation, on va chercher le nom de la personne, mets-y le madame en avant, mets-y le merci à côté. Il va le faire automatiquement. Donc, ça devient un peu personnalisé. Puis vous avez déjà reçu des courriels où on vous dit « Bonjour, monsieur Lepage ». Là, tu te dis « Mais où c'est qui a pris mon nom? » Mais tout simplement, c'est dans la base de données, quand vous la créez, que c'est possible de le faire. Puis, comme je disais tantôt, attention aux règles anti-courriel quand vous envoyez votre élément. Important, une fois votre questionnaire est fait, essayez-les. Ou envoyez-les à des gens qui ne font pas partie de la recherche pour dire essaye ou réponds aux questions, tu me diras si ça va bien. Vous effacerez après les réponses, il n'y a pas de problème quand vous allez partir. Parce que comme je vous ai dit, moi, la grosse surprise que j'ai eue, c'est quand j'ai envoyé à tout le monde que le lien ne fonctionnait pas. Bien, ça enlève la crédibilité au niveau de la recherche, puis ça enlève la crédibilité aussi de dire, bien, je prends-tu un risque à répondre à ça? Il n'est même pas capable de nous envoyer un lien qui fonctionne, donc qu'est-ce que ça va avoir l'air au niveau de... Mais ça fait partie des jeunes. Donc, évitez d'avoir des surprises. Essayez-le. Quelques stratégies pour augmenter les taux de réponse. Donc, on va parler de la notification du questionnaire à venir. Donc, si c'est possible, bien entendu, d'informer les gens qu'il y a un questionnaire qui s'en vient. Ça aide. Puis, je vais vous dire, dans les 4 qu'on a fait, on a un qu'on a fait, la notification, c'est celui qui a eu le plus haut taux de réponse. On était 3 chercheurs, 3 différents milieux. C'est moi qui envoyais les questionnaires. Donc, les gens à l'UQAM et les gens à la TELUC ne me connaissent pas. À l'UQO, ils me connaissent, mais pas à la TELUC. Donc, les professeurs d'ici ont envoyé une notice à ces gens-là en disant dans les prochains jours, vous allez recevoir un questionnaire sur tel sujet, vous allez recevoir, ça va être M. Lepage qui va vous l'envoyer, Bon. Donc, les gens étaient prévenus. Règles dans la rédaction, hein, comme n'importe quel questionnaire papier. Hein, donc, la façon que vous allez rédiger votre invitation, il y a des règles à tenir compte et on doit les tenir compte. Maintenant, c'est quand j'envoie. C'est quoi le meilleur moment pour l'envoyer? Donc, c'est sûr, évitez d'envoyer un questionnaire en ligne le vendredi après-midi, hein, ou le lundi très tôt le matin, malgré qu'il y a certaines études qui ont osé le lundi, ça va être correct. Parce que moi, je vous donne un exemple. Je reçois énormément de courriels. Je reçois un courriel le vendredi après-midi. Je n'ai pas le temps d'ouvrir parce que je suis en train de finaliser les affaires. Je m'en vais pour la fin de semaine. Je reviens le lundi matin, ma boîte courriel est pleine. Fait que le petit questionnaire, là, je ne répondrai probablement pas. Donc, souvent, ce n'est pas le meilleur moment. Pour les professionnels de la santé, on va vous dire, c'est souvent le mardi matin ou le mercredi matin, le meilleur moment pour favoriser les taux de réponse.
Puis je vous dirais, encore là, ça dépend de la population. Mais la majorité des études vont vous dire ces éléments-là. Mardi, mercredi, c'est les meilleurs moments. J'ai une collègue qui travaille avec les infirmières praticiennes spécialisées en cardiologie et qui ont fait une étude pan-canadienne avec ces IPS-là. Puis eux autres, leurs pilotes, montré que les taux de réponse étaient meilleurs s'ils envoyaient le questionnaire en ligne le dimanche soir. Que le lundi matin, quand ils arrivaient à leur clinique, ils ouvraient puis il y avait leur questionnaire. Là, il n'y avait peut-être pas 56 000 courriels non plus, mais eux autres, ça avait augmenté leur taux de réponse à ce moment-là. Bien planifier les rappels. Donc, ce qu'on vous donne comme règle quand on utilise un questionnaire en ligne, et là, je vous dirais, il y en a des règles, parce qu'au niveau questionnaire en ligne, questionnaire papier, c'est complètement différent. Moi, quand j'ai commencé questionnaire en ligne, j'ai pris ce que j'utilisais en questionnaire papier, puis je l'ai adapté en questionnaire en ligne, et tu peux te faire avoir. Donc, on va vous dire, habituellement, les rappels, c'est après une semaine. Donc, on vous dit qu'un rappel après une semaine, c'est fantastique, ça augmente les taux de réponse. Un deuxième rappel après une semaine va augmenter légèrement les taux de réponse. Puis plus que 2, ça devient agaçant. Donc, ce qui est le fun avec le questionnaire, c'est que même beaucoup de chercheurs vont vous dire, vu qu'on peut monitoriser comme tel les questionnaires qui rentrent quand vous l'envoyez, regardez quand la courbe baisse, puis quand vous voyez que vous ne recevez plus rien, plutôt vous l'envoyez. Ça peut être après 2 jours, ça peut être après 3 jours, ça peut être après 4 jours. Donc, vous pouvez le monitoriser, vous pouvez le faire. Naturellement, moi, je l'avais fait aux 2 semaines. L'avantage du 2 semaines, c'est que c'est vraiment papier, là, quand on parle d'un appel aux 2 semaines, parce qu'en informatique, 2 semaines, c'est extrêmement long. Donc, par contre, j'allais chercher des gens qui étaient en vacances, qui étaient partis, par exemple, à l'extérieur du pays pour 2-3 semaines. Donc, ça permettait d'aller chercher ces gens-là, mais c'est à peu près le seul avantage qu'on peut avoir. Et naturellement, encourager la participation, dans la façon dont vous envoyez l'invitation. Donc, il y a beaucoup de théories comportementales, par exemple. Puis ça ne s'adresse pas juste en ligne, mais ça s'adresse aussi en format papier. Des façons de tourner les phrases qui encouragent la participation, donc d'être positif, d'éviter le négatif, donc des choses comme ça. Donc, en conclusion, il est impossible de prédire les changements technologiques, culturels pour les prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelles technologies, comme nouveaux développements là-dessus? Mais tout est ouvert, hein, et je pense qu'on est en pleine évolution à ce niveau-là. Les questionnaires, c'est sûr, par exemple, sont appelés à rester questionnaires en ligne, puis ils vont se développer. Donc, de plus en plus, ils vont s'intéresser à différents devis particuliers, par exemple la consultation DELFI, hein, où on consulte les gens et on modifie le questionnaire en cours de route en fonction de ce que les gens ont répondu. Donc, peut être une avenue extrêmement intéressante pour ce genre de devis-là. Il y a toutes les nouvelles technologies, les nouveaux gadgets qui vont sortir, qui vont tenir compte des différents éléments. Et naturellement, les nouveaux défis. Puis là, dans les nouveaux défis, moi, j'aurais tendance à vous parler, à ouvrir la parenthèse, beaucoup sur les devis qualitatifs. Moi, je suis un quantitatif, donc c'est sûr qu'un questionnaire en ligne, c'est le fun, questionnaire, mais il y a un grand défi pour les questionnaires qualitatifs. Et là, je ne parle pas d'un questionnaire nécessairement avec questions, là, mais l'interactivité avec les devis que ça peut demander, l'utilisation d'une conférence en ligne avec des gens pour poser des questions, réagir à ce qu'elle va nous dire. Il y a des grands défis et ça pourrait être possible. Donc, intégrer Skype, intégrer différents logiciels à travers ces questionnaires-là, ça peut être intéressant.